C'est dans un mois que ça va se passer du 6 au 9 juin prochain. Les 450 millions d'habitants de l'Union européenne sont appelés aux urnes. En France, le scrutin aura lieu le 9 et en Guyane, ce sera la veille, le samedi 8 juin pour élire les 81 députés européens français. Notre invitée de ce matin, justement, est candidate pour ces élections européennes colistières sur la liste Europe Écologie menée par Marie Toussaint. Aminata Palud, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la campagne, de votre candidature, mais aussi parler un petit peu plus d'Europe aussi, plus généralement. Déjà, en quelques mots, et pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour savoir un petit peu qui vous êtes? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous entendre ce matin pour la première fois. Voilà, ce que vous avez fait, votre parcours et comment est-ce que vous en êtes arrivé finalement à vous lancer dans la politique, Aminata Palud. Alors, merci pour l'invitation. Donc, je suis militante et trésorière chez Guyane Écologie. Je suis aussi responsable de la commission Outre-mer au national. Oui. Et puis, je suis candidate des élections européennes. Donc, je suis guyanaise. J'étais longtemps dans l'Hexagone, comme beaucoup de jeunes partis pour les études. Et finalement, je suis restée près de 20 ans. Et de retour dans mon pays, pour aussi servir mon pays, depuis 4 ans. Donc voilà, mon engagement politique, qui s'est fait d'abord dans l'Hexagone, par le biais de rencontres, finalement. Et puis, j'ai longtemps habité en périphérie de l'Île-de-France. Et finalement, je me suis rendu compte que les questions d'inégalité sociale, il y avait une cohérence entre ce qu'on pouvait percevoir de tous ceux qui habitaient de l'autre côté de la périphérie et puis ce qui se passait du rapport de l'Hexagone avec les territoires ultramarins. Donc ça a fait sens et puis j'ai rencontré des personnes très intéressantes qui étaient en décalage aussi avec la représentation que j'avais du monde écolo. Je parle notamment de personnes comme Kera, comme Aïssa, comme Sabrina Sebaï, qui est une députée, qui porte fortement les questions d'inégalité sociale, notamment aussi ultramarine. Et donc voilà, et donc ces rencontres-là de vie ont fait que ça m'a donné envie. Et c'est vrai ces personnes m'ont aussi poussé à représenter et à faire entendre les voix ultramarines au niveau national. Et donc logiquement, à mon retour en Guyane, c'était de pouvoir voir comment, à travers l'émanation locale de Guyane Écologie, de pouvoir s'inscrire dans ces combats. Et puis qui avait connu aussi des grosses représentations, que ce soit José Gaillou, que ce soit Michel Dubouillet, où il y avait eu pas mal déjà de travail fait. En tant que jeune Guyanaise de retour au pays, on s'inscrit dans cette logique-là. Votre retour en Guyane, il a tout de suite été du coup politisé, on va dire d'une certaine manière. Dès que vous êtes revenu, vous vous êtes dit j'ai envie de faire quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'était un continuum en fait. Et c'était parce que s'inscrire sur des combats hexagonaux, mais et encore, j'allais en dire, même l'idée c'était plutôt de faire entendre la voix de notre territoire dans l'Hexagone. Quand je suis rentrée, la continuité, c'était une évidence. Surtout que ce qu'on défend, et finalement, c'est ce qui était aussi intéressant, c'est que Guyane Écologie et les écologistes, c'est avant tout de l'écologie politique. On a souvent tendance à... Alors, on est très proche des associations environnementales, on a des combats communs. Oui, c'est vrai qu'on mélange souvent les écolos de manière générale. Là, l'écologie politique, c'est vrai que c'est différent de ce qu'on peut voir dans certaines ONG. Et du coup, c'est vraiment l'idée d'être une écologie qui défend la justice sociale, qui défend la justice environnementale, qui soutient les plus fragiles. Et moi, je trouve que c'est toujours important de rappeler que l'écologie politique, c'est comprendre effectivement que le dérèglement climatique prend ses sources dans plusieurs sujets. Celui du capitalisme, celui du racisme, celui du patriarcat, et puis celui du colonialisme en fait. Et l'écologie politique, c'est-à-dire qu'on est encore dans c'est bien l'histoire coloniale et de la colonisation, de l'esclavage, qui a fait qu'aujourd'hui on est dans un continuum colonial où on voit des déséquilibres économiques, politiques, géopolitiques entre le pays. Et ces systèmes de prédation, d'accaparement des terres, d'exploitation et de domination sont interconnectés et nourrissent finalement les dérèglements et l'urgence climatique. Donc en fait,
l'écologie politique, il n'y a pas d'écologie politique s'il n'y a pas de justice sociale. Ça, c'est le Mais premier alors pourquoi est-ce que vous appelez les écologistes finalement, si vous faites des liens entre tous ces combats-là qui sont d'après vous aussi importants les uns que les autres? Parce qu'ils se nourrissent de ça, Oui. et puis finalement... La première cause est environnementale du coup, si je vous comprends bien. La première cause, c'est aussi ces injustices-là qui créent finalement des effets sur le climat. Oui. Et donc le deuxième volet, au-delà de cette justice sociale, et d'ailleurs c'est porté par Marie Toussaint, où on est vraiment sur donc Marie Toussaint, la tête de liste. La tête de liste, pardon, et du coup, des écologistes. Cette notion d'écologie et de justice sociale. Et par ailleurs, bien sûr que les espaces naturels disparaissent, c'est un enjeu important, de plus en plus rapidement. On parle de nos écosystèmes qui sont épuisés par l'exploitation. Les espèces et la Terre, elle réussira à survivre. L'enjeu d'un écologiste, c'est bien de dire il faut par contre que l'humain survive sur cette Terre. Et donc préserver la biodiversité, la nature, sauver le climat, voilà, c'est nos enjeux. Et on pourra sauver le climat en impactant la réduction du réchauffement climatique. Pour revenir sur votre entrée en politique, Aminata Palud, pourquoi les écolos? Bon là vous avez commencé un petit peu à y répondre, mais aussi pourquoi les élections européennes? Pourquoi commencer finalement votre carrière de femme politique avec ces élections-là en particulier? Alors en Ile-de-France, j'avais quand même eu une expérience de campagne, puisque je m'étais présentée sur les dernières régionales, puisque j'étais encore en Ile-de-France. Oui. Donc il y avait eu cette première démarche-là. Et puis là, sur les élections européennes, c'était l'opportunité de faire entendre la voix de la Guyane. Enfin, je crois qu'il y a un vrai enjeu sur tous les espaces politiques qui existent, de faire entendre la voix de la Guyane, des territoires ultramarins, parce qu'on a toujours à défendre nos spécificités. Il y a des enjeux forts. L'Europe est quand même une échelle très importante de décision qui impacte nos vies au quotidien. On ne s'en rend pas compte, mais toutes les questions financières sont aussi décidées sur ces espaces-là, avec beaucoup souvent de lobby. Et l'intérêt, c'est d'avoir des représentations fortes qui défendent ce que je vous disais tout à l'heure de justice sociale, d'écologie, voilà, mais aussi des représentations ultramarines et une représentation guyanaise, parce qu'on a énormément d'enjeux. Oui, c'est vrai qu'un des arguments qui revient très souvent dès qu'on parle avec quelqu'un qui travaille à Bruxelles, ou en tout cas qui travaille avec les institutions européennes, et dès qu'on dit le mot Guyane, c'est vrai que beaucoup de personnes nous disent on n'en entend jamais parler, on ne connaît pas les spécificités, et donc on se met en fait à voter des lois sans forcément prendre en compte en fait les particularités de chaque territoire. Comment est-ce qu'on arrive à changer ça, Aminata Palud? Alors il y a une représentation quand même des collectivités qui justement... Ah oui, non, je dis pas qu'il n'y a rien, ouais, voilà. Mais en tout cas il n'y a pas grand-chose. Non, c'est vrai, mais du coup je crois que ça a ses limites. Moi j'en parlais dernièrement avec le président, Monsieur Serville, en disant oui, que justement eux aussi allaient pouvoir conforter un peu leur présence sur Bruxelles. Mais c'est vrai qu'il y a ce travail d'appui ou de présence, mais il faut aussi des représentations au niveau des députés, en fait. L'intérêt, en tout cas, la chance qu'on a au niveau de Guyane Écologie, c'est que on a des représentations sur tous les espaces, que ça soit au national, au sein de l'Assemblée nationale. On a des parlementaires, on a des sénateurs et on a effectivement des parlementaires européens. Oui. Donc bien qu'on arrive à être dans des vases communicantes, c'est-à-dire de pouvoir leur dire attention, tel élément de loi va impacter la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe de manière différente, parce que comme je vous disais, j'ai quand même aussi cette fonction de coordinatrice, ou en tout cas de responsable de la commission Outre-mer. Bah, du coup, c'est toujours différent que d'être présent soi-même, en fait. Donc moi je pense qu'il y a une partie il faut avoir un sens des responsabilités, et quand l'opportunité s'était présentée de pouvoir être sur la liste, c'était pour moi une opportunité à saisir, et je la saisis, et j'espère que je serai aussi soutenue par l'ensemble de nos compatriotes dans cette démarche, et c'est aussi pour montrer aux partis nationaux qu'il est important que sur des listes aient des représentations ultramarines. Justement sur cet aspect-là, Aminata Palud, sur la question de l'échelle de l'Union européenne, j'aimerais bien avoir votre vision. Évidemment, votre parti, il est historiquement pro-européen, donc vous n'allez pas nous dire ce matin, non, je ne suis pas européenne, à la différence de tous mes autres collègues. Mais j'écoutais votre tête de liste, justement, Marie Toussaint, qui parlait de ce point-là, et qui nous disait l'Europe, c'est la bonne échelle pour mener des combats, notamment sur le réchauffement climatique.
Mais qu'est-ce que vous répondez, Aminata Palud, à toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui disent l'Europe est inefficace, oui c'est beau symboliquement d'être ensemble, mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord finalement, ça sert à rien. Il y a une enquête la récente de l'Ipsos qui expliquait que 54% des Français estimaient que l'action de l'Union européenne était inefficace. Donc en plus de ça, il y a l'argument guyanais de la chose qui vient encore compliquer tout ce que je viens de dire. Votre vision de l'Europe finalement c'est quoi? Et encore une fois, qu'est-ce que vous répondez à toutes celles et tous ceux qui disent l'Europe est inefficace, Aminata Palud? Moi, je pense que l'Europe, elle est perfectible. Et c'est ce pourquoi les écologistes se présentent. Le principe de l'Europe, c'est aussi une représentation numérique. C'est-à-dire que pour influer, on est obligé d'être nombreux. Oui. Donc, on a tout un process de consensus, justement, où on arrive à... Et c'est là où c'est assez... En termes démocratiques... c'est pas parfait parce qu'on sait le poids des lobbies, mais en même temps c'est intéressant parce que du coup on est forcément dans une démarche consensuelle et la représentation et le nombre de représentants est important. Donc la première échelle quand on dit que l'Europe est pas efficace, c'est d'abord quelle politique et quels députés on met sur cet espace politique. Et dans quel rapport de force il y a finalement au sein du Parlement européen. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'écologistes et une Guyanaise. Je compte sur vous, tous. Mais en tout cas, nous, ce qu'on défend, c'est plutôt de passer d'une Europe qui détruit, parce qu'on avait beaucoup, je vous parlais des questions du capitalisme, de libéraux, voilà, donc où on est plutôt sur des politiques où la santé, les écosystèmes, ils sont mis à mal. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est plutôt de passer de cette économie qui détruit à une économie qui répare l'environnement et la cohésion sociale. Vous disiez aussi que comment, justement, à l'échelle de la Guyane, on arrive à convaincre. Moi, je crois effectivement en l'intérêt de l'Europe, mais pour autant, je ne suis pas naïve et je re-questionne, parce que je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a des spécificités qui ne sont pas suffisamment prises en compte. Donc, il y a deux options. La première option, c'est de se dire, on y va sur cet espace-là. C'est la démarche que je fais en disant, j'espère pouvoir être présente sur cet espace et voir comment, à mon niveau, en lien avec mon parti, on peut influencer des choses et faire reconnaître ces spécificités ultramarines et promouvoir l'autonomie des territoires. Comme vous disiez, c'est vraiment notre ADN chez les écologistes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a très rapidement participé à tous les COPIL, parce que sur la question de l'évolution statutaire, parce que pour nous, c'est une évidence, en fait. Les décisions, elles doivent être prises sur des territoires. Donc, c'est pas du tout en inadéquation avec ce qu'on défend. Et donc, du coup, c'est vrai que la Guyane, on peut, à un moment donné, s'interroger. Moi, j'ai aucun souci. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti du COPIL en disant il faut qu'on mesure l'impact positif ou négatif sur tous les domaines, l'ensemble des représentations, que ce soit la société civile, les politiques présents, voire même les élus disaient il faut qu'on puisse mesurer ça. Mais, et pourquoi pas parce que c'est aussi une possibilité de l'Europe, sortir à un moment donné, être PTOM, enfin voilà, il y a différents statuts, et pourquoi pas. Mais parce qu'actuellement, la Guyane est une RUP, voilà, une région ultra-périphérique. Et du coup, moi, je ne suis pas non plus fermée, et je trouve que c'est intéressant de s'interroger. Mais en attendant, moi, je suis souvent de ceux qui disent la politique de la chaise vide, ça ne marche pas en fait. Donc, en attendant de se donner les moyens du travail, du processus qui est en train d'être fait par l'ensemble des élus de Guyane, par la société civile, par les partis politiques, sur cette question notamment de l'évolution, en attendant, ne laissons pas notre chaise vide en fait. Et allons promouvoir et allons prendre ce qu'on peut prendre, parce qu'on donne beaucoup à l'Europe. C'est aussi la Guyane comme d'autres territoires ultramarins qui font que la France notamment et la zone économique exclusive l'une des plus importantes. Oui, là vous parlez de la puissance maritime française. La puissance maritime française. On a Ariane, on fait passer, donc ça c'est vraiment aussi une représentation européenne. Donc on donne beaucoup finalement. Tant qu'on y est, allons-y. Et nous aussi, allons prendre ce qu'on peut prendre. Quoi. Et pas c'est pas encore suffisamment le cas. C'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio, que à la différence d'autres territoires, notamment la Réunion, la Guyane finalement ne mettait pas assez la main en fait sur toutes les subventions européennes que l'on pourrait avoir en Guyane. Tout à fait. Je crois que la Réunion, de manière globale, est perçue comme le bon élève, souvent même quand on travaille sur la question des fonds européens, où il y a très peu de dégagement ou très peu. Maintenant, on parle plus de dégagement.
d'engagement, mais en tout cas très peu de... les fonds sont consommés, quoi. Oui. Bon, après, ça peut s'expliquer sur plusieurs choses. Hein. Il y a aussi les moyens qu'on met et les moyens humains aussi, avoir des personnes qui sont capables... Voilà, exactement. Il y a ça. Et puis, il y a en même temps une vraie, en tout cas à La Réunion, une vraie compréhension d'un enjeu très fort d'être présent sur cette élection, en fait. Alors, vous me direz, oui, ils ont un député qui est en deuxième position, voilà, mais c'est pas parti de rien. Et puis, la population qui vote, pour le coup, est beaucoup plus importante. Oui. Donc, c'est vrai que ça joue. Mais pour autant, en Guyane, je crois qu'il y a deux choses. Hein. Les fonds européens, c'est quand même assez complexe, hein, parce que du coup, ça peut être aussi pas évident pour notamment des petits porteurs de projets. Mais n'empêche que on a une manne financière qui peut aider au développement, qui est présente, et il faut véritablement qu'on puisse, pareil, y aller. Ça ne veut pas dire qu'on s'enferme, ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans un processus où on avance, mais tout en ne laissant pas passer ce qui est possible d'utiliser pour le développement du territoire. Puisque vous parlez de La Réunion, Aminata Palud, j'aimerais qu'on dise aussi quelques mots sur l'abstention. L'abstention en 2019 pour les dernières élections européennes en Guyane, c'était 86%. Ouais. Donc là, ça veut dire, mais je caricature à peine, que sur 10 personnes qui sont en train de vous écouter en ce moment, il y en a à peu près 8 sur 10 qui n'iront même pas voter. Qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces personnes-là ? Alors, si elles sont déjà inscrites, c'est bien. Oui. Parce qu'il y a le premier enjeu, et on a essayé de communiquer autour de l'OCHA de l'inscription sur les listes électorales. Oui. Et celles qui iront pas, j'espère qu'au contraire, qu'elles iront. Elles iront parce que il y a un enjeu, je le répète, important. Donc, moi, je vais essayer aussi de me déplacer, de rencontrer les gens, et puis à travers des temps médias comme ça aussi, de pouvoir expliquer un peu le projet et l'importance de se mobiliser. Et puis, j'ai envie de dire, en 2019, il y avait deux gros écarts. C'était soit les écologistes, les gens, en tout cas les gens qui votaient, les gens qui ont voté, soit étaient pour les écologistes, soit pour le Rassemblement national. Vous êtes arrivé troisième en 2019, derrière le RN et Renaissance. Et du coup, l'enjeu, là, c'est aussi de pouvoir dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut pour cette société de demain ? Est-ce qu'on veut effectivement pouvoir laisser le Rassemblement national, la haine, s'inscrire comme ça à l'opposition des peuples, être la vision du pays qu'on veut de demain. Là, pour le coup, c'est une élection de liste. On n'est pas dans quelque chose où on se dit on doit à un seul tour. Donc, c'est pas là, quand les gens vont voter, ils font un choix, en fait, du projet politique. Ils font pas par défaut, en fait, comme ça a pu être fait quand c'était les présidentielles. Donc, voilà, moi, j'encourage tout le monde à y aller. Vraiment de vous déplacer et puis être aussi même dans quelque chose d'un peu patriotique. Je pense que quand il y a des Guyanais, il faut pouvoir... que l'on soit écologiste ou non. Après, je pense que ça dépend de ce que chacun fait prévaloir, en fait. Mais j'ai envie de vous dire déjà, les écologistes sont inscrits dans une démarche de gauche, mais pour le coup, voilà. Et puis après, que l'on soit écologiste ou non, je crois qu'on a ce qui doit faire convergence, c'est le fait qu'on défende des problématiques et qu'on expose à travers cette candidature les réalités guyanaises, en fait. Quand vous parlez un petit peu finalement d'Europe autour de vous, et je suppose que ça doit être quand même assez souvent le cas, là en ce moment vous êtes en pleine campagne, comment dire, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous répond sur l'Europe en tant que telle? Je reprécise ma question. Comment est-ce que vous expliquez le désintérêt finalement de beaucoup de Guyanais pour ces élections européennes? Qu'est-ce qu'on vous rapporte comme information? C'est souvent que ça manque de connaissances. Ouais, enfin c'est souvent que on perçoit pas en quoi ça impacte nos vies. En fait, exactement. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi valable sur l'Hexagone. Hein. C'est pas propre à la Guyane, c'est pas propre aux DOM. Non, c'est d'une manière générale comment la population arrive à s'identifier à cette Europe. Et encore plus, nous qui sommes dans le bassin amazonien. Voilà. Alors qu'en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux puisque le président de la République était venu ici, il est allé voir sur des relations diplomatiques Lula au Brésil. Finalement, la dernière fois, il a
amené, enfin en tout cas il a proposé à notre représentation locale d'y aller, mais on a vu aussi, on a l'expérience des fois où il y est allé et puis bon bah on prend des décisions et on fait pas participer les élus locaux qui sont les plus à même de savoir comment ils s'inscrivent dans leur bassin. Et justement par exemple sur cette question, une des propositions que nous écologistes on porte, c'est de reconnaître et de faciliter la présence des élus ultramarins sur l'ensemble des négociations qui vont diplomatiques et commerciales dans leur zone géographique. Donc ça, c'est vraiment un acte et une proposition qu'on porte de manière à ne plus être écarté de ces échanges. Pour compléter ce que vous étiez en train de dire, 20%, à peine 20% des Français sont capables de citer une mesure phare qui a été votée par Strasbourg au cours de la dernière législature. C'est dire combien tous les Français, qu'ils soient d'outre-mer ou de l'Hexagone, finalement sont concernés par ce manque de connaissances-là. Tout à fait. Après, moi, j'espère que, en tout cas en Guyane, on aura porté une attention particulière à la question de la reconnaissance de la criminalité environnementale qu'est l'écocide, qui est effectivement une reconnaissance d'une infraction aggravée dans le droit européen. Qui a été adopté, qui a été porté par la tête de liste Marie Toussaint. On va peut-être rappeler écocide, ce que c'est, on en a déjà parlé, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas très clair. En fait, c'est la reconnaissance au niveau du droit européen du fait qu'il y a un dommage permanent qui soit causé à l'environnement. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est une infraction, et je le dis aggravée, c'est pas rien en termes de droit, et donc qui laisse aussi des pistes d'ouverture et des perspectives juridiques tant pour la question du chlordécone aux Antilles, qui laisse aussi des perspectives juridiques sur les effets de l'orpaillage illégal en Guyane et la question du mercure. Donc je crois que les écologistes, on n'est pas uniquement dans du discours, c'est-à-dire qu'on a des personnes, et sur la liste, qui sont des gens de terrain, des gens investis, et qui mettent des mesures concrètes pour permettre de faire reconnaître ce qu'on appelait des injustices environnementales, parce que quand je vous disais, il y a un continuum dans le système, alors ce qu'on appelle aujourd'hui, où on peut s'interroger, néocolonial, parce qu'on accepte dans les territoires ultramarins ce qu'on n'accepterait jamais dans l'Hexagone. La question de l'épandage du chlordécone, de l'épandage du glyphosate, de tout ce qui est interdit dans l'Hexagone, nous, on nous donne des dérogations, on nous dit, allez, c'est encore possible, allez, c'est les populations ultramarines, c'est pas très grave. Non, en fait. Et ça, c'est le cœur de mon combat. Nous ne sommes pas des sous-personnes. Et cette question de justice environnementale, c'est aussi l'ADN de notre combat. Et on en revient à ce qu'on avait dit finalement au début d'interview, à savoir qu'il y a un lien du coup entre d'un côté l'environnement, les questions purement environnementales, et de l'autre l'humain, le social, et finalement tout ce que les personnes peuvent vivre au quotidien. Exactement, parce que c'est toujours, nous, on est vraiment au plus proche des plus précaires et des plus vulnérables, en fait. Et donc voilà, et donc c'est un équilibre nécessaire de pouvoir permettre à tous de pouvoir accéder à une égalité de traitement. Et vous parliez tout à l'heure dans le journal de la question de l'essence. Moi, je tiens à dire que je trouve ça inadmissible qu'aujourd'hui on soit à 2 € d'essence. On était à 1,77 quand on avait commencé les premières manifestations. Et vous voyez, tout en étant écologiste, moi je fais de l'écologie politique, si on est dans une perspective effectivement de sortir du fossile, aujourd'hui c'est quand même les plus vulnérables qui vont encore faire qui vont payer les conséquences de ces prix abusifs, que moi j'appellerais même du racket social. Et voilà, et donc à un moment donné, souvent, je pense que lorsque la réponse politique n'est pas à la hauteur, on peut dire ah oui, mais c'est à cause de l'Europe, des normes de l'Europe. Mais là, excusez-moi, on est quand même sur une réponse avant tout politique. Les personnes qui prennent la décision du prix de l'essence. National, vous voulez dire Tout à fait, des politiques nationales, pardon. C'est bien, en Guyane en tout cas, le préfet, l'État, la fiscalité autour de l'essence, le levier, il est quand même possible immédiatement auprès de l'État. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, à La Réunion, on prend de l'essence vers Singapour. Donc, vous voyez, les normes européennes, elles n'empêchent rien. Oui, c'est pas tout le temps la faute de l'Europe comme on peut l'entendre. Et justement, et des fois, et j'ai envie de dire à notre population,
interrogez-vous quand on répond assez facilement, c'est la faute des écologistes, c'est les écolos. Moi, souvent, dès qu'on entend ce leitmotiv, moi, je m'interroge plutôt à qui profite le fait de pouvoir dire ça. Parce que à travers ça, on évite de creuser la question et de creuser véritablement les vrais problèmes. Oui, on voit bien même au niveau national, il y a une espèce de green bashing finalement de la part d'une partie de la droite et de l'extrême droite depuis ces dernières semaines. On voit bien ce que vous voulez dire. Dernière question, Aminata Palud, et je vais vous la poser franchement. Entre d'un côté l'abstention qui risque d'être énorme en Guyane, le manque de connaissances, on l'a dit aussi tout simplement sur le fonctionnement de l'Europe, c'est quoi la Commission, c'est quoi le Parlement, c'est quoi les grands enjeux européens aujourd'hui, tout ça d'un côté. Et de l'autre, on le voit aussi au niveau national, presque personne ne parle d'Europe. Tout le monde, à l'occasion de cette campagne, finalement, a l'impression de faire le premier tour avant l'élection présidentielle, la prochaine élection présidentielle. Tous les sondages montrent que ça va être un vote critique, finalement, sur l'état de la France, plutôt qu'une vision, on va dire, de l'avenir européen. Est-ce que vous arrivez à faire véritablement campagne, Aminata Palud, là, depuis ces dernières semaines ? Alors nous au niveau local, là on va être un petit peu plus sur ce mois-ci sur des déplacements, mais vous avez, c'est très très juste ce que vous dites. Il y a un glissement sur un ras-le-bol général, et ce que je peux entendre de tous, déjà de la population, de la politique qui est menée par ce gouvernement, mais et du coup par finalement les élus, certains élus potentiels politiques, de pouvoir se dire on va plutôt passer sur une critique nationale pour que ça permette effectivement qu'on soit encore sur un vote sanction au niveau européen. Oui, c'est ce qu'on voit bien notamment avec le RN. Exactement. Jordan Bardella n'arrête pas de parler d'Emmanuel Macron. Que c'est la possibilité pour lui d'amasser. Mais moi je crois et j'espère beaucoup en l'intelligence collective et que les gens vont réussir à se départir, mais c'est aussi un travail collectif. Moi ce travail... je suis avec vous d'informations sur ce qu'est l'Europe, quels sont les intérêts, quelle est la Commission. C'est aussi ce travail qu'on attend finalement des médias, associé au travail de terrain qu'on peut faire, voilà. Donc parce que c'est vrai que finalement on entend peu, même sur les médias, des choses autour de l'Europe, et je crois qu'avant tout c'est un des premiers moyens de communication avec celui des réseaux sociaux, et je crois qu'il faut qu'il y ait une information qui soit vraiment pas sélective, mais finalement de permettre aussi aux gens de s'ouvrir sur ces questions. Donc on fait ce travail de terrain, on va le faire ici. Il y aura des rencontres, des échanges là, dans les prochaines semaines. Il y aura des rencontres sur Kourou, il y aura des rencontres sur Saint-Laurent-du-Maroni, sur les questions de jeunesse, sur les questions de précarité. Il y aura aussi des rencontres sur Cayenne. Il y a des rencontres aussi avec des corps de métiers professionnels, avec les questions de l'ESS, parce qu'on n'en parle pas, mais voilà, enfin tout ça c'est des moyens et aussi des outils de développement sur lesquels aide l'Europe, et puis c'est surtout une possibilité d'emploi. Nous on est beaucoup sur des emplois de transition écologique, quand on sait que notre territoire est embolisé par le chômage, où il y a véritablement des perspectives d'emploi à pouvoir développer sur ces questions de transition. Voilà, pour faire vivre la campagne d'ici le 8 juin prochain. Merci beaucoup Aminata Palud d'avoir été avec nous ce matin. S'il y a des personnes qui ont envie éventuellement de vous suivre un petit peu votre campagne, comment est-ce que ça se passe ? Ils peuvent me suivre sur les réseaux, notamment Instagram, voilà, et puis bien sûr on a le site Les Écologistes qui regroupe voilà l'ensemble des sujets, et n'hésitez pas vraiment, faites la démarche d'aller voter, et puis et au plaisir de tous et toutes vous rencontrer et de porter vos combats. Dernière petite précision, et je pense que ce serait important de terminer avec ça, vous êtes 15e, c'est bien ça, sur la liste des écologistes ? 15e, la liste a été déposée, on est quoi, mardi, hier, voilà. Il faudrait que vous fassiez quel genre de score pour que vous personnellement vous puissiez être élu, Aminata Palud ? Alors on serait autour de 15%. D'accord, 15%. Donc, voilà. 15%, vous devenez députée européenne. Exactement. Entendu, puisqu'on le rappelle, voilà, évidemment, le scrutin européen est différent du scrutin présidentiel. C'est un scrutin avec un seul tour et qui marche à la proportionnelle. Donc le nombre de voix récoltées durant l'élection est à mettre en corrélation avec le nombre de sièges finalement qui sont remportés par les listes. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de campagne, à bientôt. Merci beaucoup.